baiserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime. Ouais, 93 hardcore. J'adore cette phase. Je la trouve vraiment géniale. À plein de niveaux. Enfin, c'est tellement, déjà, elle est très simple. Elle est extrêmement simple. Elle est d'une brutalité sans nom. Mais il y a vraiment cette idée selon laquelle, on va changer les choses. Et on n'hésite pas à avoir cette forme de violence, finalement. Parce que bon, il y a cette forme de violence, parce qu'il y a la polysémie de ce truc de baiser, tu vois. Tu vois, on baise la France, il y a un côté d'hostilité. Mais en même temps, voilà, il y a aussi ce rapport charnel en même temps. Les deux se mélangent. Donc il y a cette ambiguïté forcément sur est-ce qu'on la baise parce que nous-mêmes on l'aime quelque part malgré tout, mais en même temps, forcément on est obligé de lutter, on est obligé de se battre pour ça. Et finalement jusqu'à ce qu'elle nous aime. En réalité, je pense que c'est plus une histoire d'être accepté, d'être admis, et que ça peut passer que par notre propre action et par le fait que on doit s'imposer, quoi. On doit s'imposer. La reconnaissance ou l'acceptation, c'est pas quelque chose qui vient simplement de la bonne intention de notre interlocuteur ou du fait que les institutions sont bien lunées ou qu'elles sont orientées positivement à notre égard. Non, c'est par notre action et par le fait qu'il faut pas qu'on hésite à se rebeller, etc., etc. Mais en même temps, il y a aussi, voilà, le fait qu'on la baisse parce que elle nous pose problème. Elle nous est hostile et on doit lui être hostile. Mais en même temps, cette espèce de fascination que nécessairement on a à son égard. Il y a quelque chose de parfait dans cette phase. Je trouve qu'il y a quelque chose de parfait dans cette phase. Les négros sont déclassés par Pokora Diams et Cynic, qui sont blancs. La honte négro, tu te rends compte négro. Oui, ça aussi, je m'en souviens. Elle m'a tellement fait rire, celle-ci. C'est d'ailleurs ce qui a déclenché tout le clash avec Cynic à un moment donné, carton rouge, carton rose, etc., etc. Après, Booba s'est vanté d'avoir mis fin à la carrière de Cynic. Est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'était faux? Probablement pas. Mais ouais, ce qui était intéressant là-dedans, c'était le fait que le rap, c'est censé être l'espace d'expression de la diaspora noire. À l'origine, quoi. Il y a ce truc que c'est une musique afro, une musique noire, que ce soit aux États-Unis ou après en France, même si en réalité l'origine du rap en France est un petit peu plus multiculturelle, si j'ose dire, qu'elle l'est aux États-Unis. Mais en tout cas, il y a quand même énormément de noirs qui dès le début ont brillé et qui ont vraiment été ceux qui ont davantage porté le mouvement, et notamment dans l'écriture, quoi. Il y a qu'à penser à tous les membres du secteur A, etc. C'était quelque chose qui était, comment dire, très afro-centré, en tout cas. Et voilà, là, il y a eu un moment où, dans le rap, bon, Pokora, c'était pas un rappeur, mais disons, je pense qu'il faisait du R&B à l'époque. On disait encore R&B, on n'était pas encore dans la pop urbaine ou que sais-je, on était vraiment dans l'R&B. Donc, une autre musique qui, peut-être encore plus que le rap, est vraiment une musique du répertoire et de la tradition africaine-américaine. Et de voir comme ça que c'était exclusivement des blancs. Après, Cynic, comment dire, je crois qu'il a une origine kabyle, etc. Mais si mes souvenirs sont bons, il a un nom, il s'appelle Thomas, un truc comme ça. Voilà, c'est ça. Puis il est blond aux yeux bleus. Bon, voilà, il y a ce côté où la kabylité, elle est quand même vite oubliée dans ce genre de contexte. Le fait que ce soit eux les artistes qui à un moment donné, mais après ça n'a pas duré non plus énormément de temps, mais c'était une conjoncture particulière qui domine les charts. C'est quelque chose qui a visiblement piqué un petit peu l'orgueil de Booba. Et je peux l'entendre, surtout à cette époque-là. Aujourd'hui, je pense que on n'est plus exactement dans la même posture dans le rap, que l'idée sur laquelle ça devrait être une chasse gardée noire n'est plus tellement une sorte de dogme comme ça qu'on essaye d'appliquer. Et surtout, je pense qu'on a gagné une espèce de confiance, parce que on a bien vu que il y avait toujours des énormes vendeurs noirs dans le rap, quelle que soit
la concurrence que pouvaient mener des artistes aussi appréciés que Nekfeu ou que sais-je après coup, ou même voilà des rappeurs qui tendaient plus vers la pop que ça a pas empêché des Ninho, etc. d'avoir des succès phénoménaux, et même que parfois il y avait des rappeurs blancs qui explosaient, qui dominaient tout comme Jul, et que c'était tellement bizarre eux-mêmes qu'on oubliait qu'ils étaient blancs. Ils savaient que ce type-là, il doit être de sa propre espèce parce que on a du mal à le voir comme blanc. Donc ouais, je pense qu'on n'est plus dans le rap dans les mêmes dynamiques raciales qu'à l'époque. Mais et pourtant que c'était relativement des bons artistes. Pokora, je sais pas, j'écoutais pas trop à vrai dire. Mais Cynic, surtout à l'époque c'était vraiment bien quoi. Après, son problème c'est qu'il faisait toujours la même chose. Diams, c'est vraiment bien. Je pense pas que Diams soit particulièrement vexé. À mon avis, il a dû comprendre ce qu'il voulait dire. Je comprends ce qu'il voulait dire. Je pense qu'il a eu raison de le dire. C'était l'espace pour le dire. Il faut dire ce genre de truc dans le rap. Il faut rappeler parfois ce genre d'évidence. La section était homophobe, comme tout le rap en 2010. Mais maintenant, il y a des rappeurs gays. Ils font 5000 ventes dans la first week. C'est ça le progrès. Je suis pour le progrès. Je suis pour un monde juste et un monde libre. Oui, la section en 2010, ils étaient d'une homophobie presque délirante. Et après, je suis vraiment pour la liberté d'expression dans le rap. Après, il n'y a pas de mais en fait. Il n'y a pas de mais au sens où, si vous voulez dire ça, vous devriez avoir le droit de le dire. Mais même moi, ça me crispe parfois, quoi. Parfois je réécoute des vieux trucs, etc. Et même pas spécialement pour rechercher ce genre de phase. Par exemple, il y a le fameux son à 30% de Gims, parce qu'après il a fait à 60%, etc. Je suis seulement à 30%. En plus, c'était devenu un de ses gimmicks. Mais c'est un vieux truc. Je me souviens même plus de quelle année ça date un petit peu, mais c'était vraiment le moment des freestyles dans la rue, de la section, etc. Et là-dedans, il y a une phase quand même bien homophobe. T'as froid dans le dos quand un travelot te dit vas-y viens parce que tu te souviens que l'homme ne naît pas gay mais qu'il le devient. Alors voilà, il nous met face à sa propre peur à lui-même de devenir gay. Je suis obligé d'être un peu, comment dire, j'ai de la peine pour lui quand j'entends ça. Ah, tu nous partages des angoisses qui sont un petit peu tristes, Gims, quoi. T'as peur de devenir gay, oh là 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 là, parce qu'un travelot te dit, ça me met mal à l'aise, franchement, ça me met mal à l'aise d'entendre des trucs comme ça. Mais le pire, en fait, c'était même pas Gims, c'est Masca. J'ai pas retrouvé le son, mais il y en a un où il dit que, en gros, Dieu a donné déjà aux gays une maladie pour qu'ils arrêtent leur truc, mais vous continuez, peut-être qu'il en faudra une deuxième, faisant référence au sida, évidemment. Vous avez besoin d'une deuxième maladie contre les gays. Des choses vraiment qui sont, comment dire, d'une méchanceté, j'ai envie de dire, pour le coup, vraiment d'une méchanceté assez époustouflante. Et donc, je pense qu'il y a quand même un espace pour qu'ils expriment ce genre de truc. C'est l'espace de l'art, c'est l'espace de l'esthétique. C'est pas, je suis pas là pour en faire une espèce d'équivalent d'une plateforme politique. Mais comment dire, il faut en parler, quoi. Et donc, ce rappeur-là que je connais pas, je pense je trouve la phase en elle-même très consensuelle. C'est le fait de juste comme ça énoncer des faits sans aucune touche d'humour ou de décalage, c'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement, mais au moins il donne une information extensive et avec laquelle on peut être d'accord. Artistiquement, c'est pas génial, mais au moins il a fait son rapport, quoi. Et son rapport est assez juste. Et c'est vrai que aujourd'hui, voilà, comment dire, le phénomène de cette année. Moi, je me le suis vraiment pris. Moi, je trouve ça vraiment bien. Le fameux album de Femme Togo et Petite Sœur, Pretty Doll Corpse, qui selon moi est vraiment un album génial en plus. Que contrairement à d'autres personnes, je pense qu'on peut réécouter, etc. Et il y a une très grande violence, mais heureusement le rap redevient violent, si tu veux. Ça aussi c'est bien, que ce soit fait par une personne trans, une personne gay, etc. Moi je m'en tape. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait ce côté viscéral, ce côté brutal, ce côté choquant aussi du rap. Et voilà je préfère en fait être choqué effectivement dans un rap parce que les artistes racontent des événements brutaux, comme par exemple dans
dans ce projet particulièrement de Petite Sœur FM Togo que être choqué parce que j'ai de la peine ou je subis un très grand malaise à me rendre compte que Gims nous parle de sa peur de devenir gay, quoi. Je trouve qu'il y a que l'un est un petit peu plus intéressant que l'autre. Tu vois ce que je veux dire. Donc oui, artistiquement c'est pas ouf, mais c'est bien. Il a raison de souligner que c'est une évolution intéressante du rap. Ce qui serait dommage, c'est que ça pousse au cancel de certaines opinions ou de certains propos dans le rap qui sont, selon ce terme que je déteste et que j'emploie à dessein, problématiques, n'est-ce pas? Et que seules des choses politiquement correctes puissent être, énoncées. Mais heureusement, le projet de Petite Sœur FM Togo nous vaccine contre ça, parce qu'il y a plein de choses politiquement incorrectes là-dedans aussi. C'est pas une espèce d'album de chialerie, sur la condition des minorités. C'est vraiment un album à la fois, introspectif, mais aussi parfois méchant, et aussi parfois, revendicateur. Donc il y a un tas d'affects et de trucs, de trucs différents qui se passent. Et pour moi, c'est vraiment une belle évolution, quoi. Moi, ce qui m'a dérangé dans cette phrase, c'est comme dit, la section est homophobe, ok, mais il me dit comme tout le rap en 2010. Et en gros, en fait, il dit. Ouais, c'est vrai que j'ai pas relevé ça, pardon. Et en gros, après, il dit, moi, je suis pour le progrès, je suis avec le progrès. Et nous, le sentiment qu'on a eu, c'est quoi? C'est-à-dire, nous, en fait, on était des homophobes. Vous êtes le progrès, vous êtes pour ci. Ce qui n'exclut pas qu'il y ait des rappeurs qui ont tenu des propos, comme ils disent, problématiques. Le ressenti qu'on a, c'est si vous vous soumettez pas à ça, vous êtes chelou, quoi. Non, bien sûr. Et mais ça ouvre un autre débat, et ça c'est très intéressant en fait, parce que effectivement j'avais pas retenu le truc l'aspect du progrès et tout. Comme je les vois pas les punchlines, je les consomme comme ça, et parfois il y a des éléments importants qui m'échappent. Et là pour le coup effectivement cet aspect de progrès que j'avais pas relevé, c'est vrai que ça change la donne. Et là je suis d'accord avec toi, c'est pas un progrès. Moi je considère pas qu'il y a du progrès ou qu'on doit parler de progrès dans l'art, ou en tout cas pas dans ce sens-là, ou plus ça mélange deux choses. Là, il veut parler de progressisme, en fait. Il veut parler de progressisme, du fait que maintenant, peut-être grâce à lui, parce que lui, il est pour le progrès, mais je le connais pas, donc je sais pas ce qu'il a fait, je sais pas s'il a fait progresser quoi que ce soit, donc j'écouterai. Et que maintenant, il y a moins d'homophobie et que c'est ça le progrès. Bon, je suis pour le progrès. Ça mélange trop d'aspects. Quand la section d'assaut est arrivée, en termes de rap, c'était le progrès. C'était le progrès. On sortait une petite décennie de rap assez plat, c'était plus important d'avoir street cred, quoi. Voilà, exactement, une street cred, quelle que soit la platitude de certains flows. Alors, hormis, on va dire, certains artistes qui ont plus mis ça en abîme, je pense par exemple à Salif, il a vraiment apporté des choses essaie d'apporter des choses différentes, ou même les artistes néochromes, mais ils étaient, dans leur propre niche, si j'ose dire, à ce moment-là, même si c'était la niche qui m'intéressait le plus. La section, ils ont apporté quelque chose à la fois de plus consensuel, mais de très original, des nouveaux flows, l'alternance entre les flows chantés et des raps assez kickers, etc., plusieurs personnalités. Bref, c'était le progrès au sens musical du terme. Même les instrus, elles étaient plus dynamiques. Le fait que c'était un vaste groupe de Renois comme ça qui amenait un côté plus afro à une période du rap, pré-shot la vague afro qui va venir après, tout ça, c'est le progrès en fait de la section d'assaut. Ils ont des opinions qu'on peut juger merdiques, pas de problème. En tout cas moi, c'est des opinions avec lesquelles clairement je suis pas d'accord. Mais bazarder tout l'aspect de progrès, ou plus exactement d'évolution, je dirais. C'est plus une question pour moi d'évolution que de progrès, parce que je pense pas qu'on ait une espèce de ligne temporelle où on va vers une espèce de progrès, que on évolue vers la fin des temps, ou que sais-je. Comme ça, c'est pas comme ça que ça marche. Mais en tout cas, c'est une évolution. Juger ça par le seul biais des opinions politiques ou sociales des rappeurs, c'est juger ces faits-là par, je dirais, une lorgnette extrêmement mince.
extrêmement mince et clairement pas la plus intéressante pour juger du rap. Surtout qu'il y a plein d'artistes qui vont avoir des opinions qu'on pourra juger très progressistes sur certains plans et pas du tout progressistes sur d'autres. Et voilà, s'autoproclamer en disant je suis le progrès ou je suis pour le progrès. Je m'interroge et je suis curieux d'écouter les sons de cet individu parce que si je vais dire il rappe à 2 à l'heure sur du boom bap, je pourrais dire que en fait il est pas tellement pour le progrès que ça. Donc je suis curieux d'écouter. Je suis curieux d'écouter sa musique pour savoir si c'est comment dire une avant-garde esthétique ou juste une espèce de côté performatif de se dire moi je suis pour le bien finalement. Et quand on fait du rap, quand on fait de la musique, est vraiment le pire préalable pour faire de la bonne musique. Encore une fois, si pour revenir, t'as pris l'exemple de 404 Billy, qui est aussi bien esthétiquement qu'au niveau de ses textes, pas un artiste que j'apprécie particulièrement. Ouais, les opinions politiques de 404 Billy, je les trouve pas très intéressantes. Mais parce que là pour le coup, cette opinion anti-théorie du genre, etc. On peut plus l'exprimer dans le rap, alors qu'énormément de gens que ce soit en banlieue ou même dans les beaux quartiers également, si les gens peuvent pas exprimer ses opinions dans le rap, à quoi sert le rap en fait? À quoi sert le rap si on peut y exprimer que des opinions, qui sont consensuelles et qui expriment le progrès? Ou dans ce sens, c'est là quoi, dans le sens du progrès des mœurs. Encore une fois, moi, je suis plutôt favorable à tout ça. Je suis plutôt favorable à ce type d'enseignement. Je suis plutôt favorable au fait que, on n'ait pas peur de devenir gay, etc. Je trouve tout ça pas fondé sur rien, mais c'est des opinions que beaucoup de gens ont. Et si on décrète que le rap doit devenir hostile à ce type d'opinion, c'est très grave pour le rap. Et c'est très grave pour une opinion qui est censée canaliser des idées d'une partie de la population qui, traditionnellement, n'a pas l'opportunité d'exprimer ses idées. Et ça veut pas dire que, je serais favorable au fait que les mêmes opinions soient librement exprimées dans l'espace public, etc., etc. Mais précisément cet aspect de médium artistique et d'expression artistique, ça doit maximiser le champ de la liberté d'expression précisément. Parce que c'est un lieu où, par essence, on met un peu à distance la parole, où on est dans une attitude, où on n'est pas face au discours politique, où juste on est là pour être dans une attitude je suis d'accord, je suis pas d'accord. L'attitude esthétique, c'est une attitude où on se met un petit peu en retrait et on réfléchit à ce que ça produit, à l'effet que ça produit sur nous. Alors, on peut écouter certaines musiques comme juste un tract politique, etc. Mais c'est juste une attitude parmi d'autres. On peut avoir cette attitude-là. Et d'ailleurs, quand on est de gauche, on n'hésite pas à avoir cette attitude lorsqu'on écoute un son de Kenny Arcana ou un son de Medine, etc. À dire ouais, c'est politique, c'est bien. Mais on n'est pas content lorsque, la politique n'est pas celle qui nous plaît. Encore une fois, ce que je comprends tout à fait, parce que lorsque je suis en manif ou lorsque je suis dans la rue ou lorsque je suis sur un plateau à débattre avec un facho, c'est mon attitude. Mais j'ai pas envie de transposer cette attitude dans l'art et notamment dans le rap. Je pense que on doit prendre en compte tout cet aspect politique, mais avec un peu plus de distance et surtout en se disant c'est important d'avoir des espaces pour que ces paroles-là s'expriment et surtout que on puisse en débattre, y compris après s'opposer. Mais c'est pas étonnant que des rappeurs qui ont ce genre de position et tout se rendent dans des clashs après. Je veux dire, parce que ça faisait partie aussi de certains éléments que Benjamin Epps lui reprochait, il traitait d'homophobe, etc. Donc ça rentre même dans la dialectique du rap en plus. Donc voilà. Alors moi, il y a un événement par rapport à ça qui me rappelle, c'est à un moment donné, Al Capote est venu dans une émission qui s'appelle l'Abécédaire du son, où il y avait Mehdi Maizi, etc. Oui, moment culte. Et Al Capote, à un moment donné, il dit « Moi, je suis homophobe ». Oui. Et donc, silence sur le plateau. Et lui, il dit « S'il y a des gens qui ont le droit d'être islamophobes, moi, je suis homophobe ». Ce que moi j'en ai conclu, c'est en fait, j'ai l'impression qu'il y a qu'au rap qu'on demande de faire des gages de bonne conduite, même au sein du rap, quoi. Même au sein du rap, des gens se disent
attention, on va te taper sur les doigts, quoi. C'est comme aussi, par exemple, avec Frisk Corleone, il a dit une phrase plus ou moins dans le sens où il disait, en gros, si vous en avez rien à foutre de la RDC, mais rien à foutre de la Shoah, quoi. SO les Indiens d'Amérique, SO l'esclavage, rien à foutre de la Shoah, ou il y a une nouvelle version après, où il a joué sur le fait qu'on le savait déjà, mais sur l'album, rien à foutre de bip. Ouais, c'est des provocations, mais moi, c'est des provocations que je trouve intéressantes. Al Capote, bon, c'est un plateau, en plus une interview où il était à fond dans le personnage. On voyait que, comment dire, il avait vraiment abusé de la Frozen. Il était vraiment dans un état second. C'était en plus le tout début des émissions plateau sur Dailymotion, etc. Genre, c'était, il y avait pas, enfin, Twitch, je pense, n'existait pas. On était à une époque reculée, un Mehdi Maizi, comment dire, hésitant. Je sais plus comment il s'appelait son pote, la l'antillais, là, qui était là aussi. Enfin, je sais même pas s'il est antillais ou autismé, je sais pas. Le comique, là. T'étais éberlué, tout était lunaire sur le plateau. C'était quelque chose d'un autre monde, en fait. C'était un internet ou des émissions de rap d'un autre monde. Mais effectivement, la provocation était amusante, intéressante. On peut jamais savoir avec Al Capote si c'est du premier ou du second degré, parce qu'il est jamais au premier degré. Mais un peu comme Dieudonné aussi, quoi. Je veux dire, on se demande, en fait, si parfois il sort de son personnage, ce qui rend possible vraiment de dire des dingueries. Mais en même temps, c'est parce que c'est même plus un individu qui parle, c'est une espèce de fonction sociale, quoi. C'est une espèce de fonction sociale qui est une machine à dire des trucs subversifs ou à dire des trucs qui font chier. Et genre, ils sont là pour ça. On voit que leur attitude, elle est pas naturelle, qui surjoue un peu tout. Aussi bien Dieudonné que Al Capote. Mais là, comme t'as dit, ce qu'il a dit dans cette interview-là est effectivement intéressante parce que c'est une manière de nous mettre face à nos responsabilités. C'est un petit peu la stratégie de Jacques Vergès quand il défend Klaus Barbie, quoi. La stratégie de cette phrase biblique, n'est-ce pas? C'est toi, tu vois. Tu insultes ou tu flétris les comportements de ce pécheur, mais ce pécheur, c'est toi. Il y a cette espèce d'aspect-là. Alors, bien sûr, il y a une espèce de danger à utiliser cette stratégie parce que on aura beau jeu, et c'est vrai, je veux dire, c'est objectivement vrai de répondre, ni l'islamophobie, ni l'homophobie ne sont, comment dire, une bonne chose. Mais, voilà, il y a cet aspect dialectique de venir te mettre face à ta gêne, face à notre tolérance sociale à l'égard de l'islamophobie. Et donc, il y a besoin parfois de cette espèce de thérapie de choc. Mais c'est un moment, si tu veux, évidemment que j'ai pas envie de retenir de cette interaction l'idée que, oui, alors je vais être à la fois homophobe et islamophobe, et tant mieux. C'est pas ça l'idée. Mais voilà, au même titre, c'est exactement le même truc que cette phase de Frisk Corleone, que effectivement j'aime bien. J'aime bien parce que le rap, c'est l'espace de faire ça, de faire cette thérapie de choc en disant, nous autres, dans notre posture décoloniale, peut-être qu'on doit vous rappeler un certain nombre de crimes qui, aujourd'hui, n'intéressent pas grand monde. Mais évidemment, comment dire, ce dont on doit se souvenir de cette phase, c'est pas ah oui, en fait, je suis pour tous les génocides. Je suis pour tous les génocides. Mais non, c'est pour te dire que, bien entendu, que tous ces génocides sont abominables, mais il faut se poser la question de notre rapport à la mémoire dans ce cadre-là et à quel point est-ce que certains racismes qui perdurent aujourd'hui ne sont pas considérés comme étant méritant qu'on lutte véritablement contre eux. Est-ce que c'est un espèce de versant de la phrase je baiserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime, dans le sens où à travers ce que disait donc Al Capote durant ce petit extrait au Freeze, j'ai le sentiment qu'ils sont en train de se dire en fait vu que vous ne considérez pas ou des choses qui nous touchent à nous et qui nous touchent en premier lieu, vous vous en foutez, je vous baise en fait. Et donc je vais toucher sur des points. On sait très bien qu'ici en Occident, quand tu parles de la Shoah ou des choses comme ça, c'est vraiment des momentum très très ancrés en Europe. Tu veux pas. En fait, c'est un outil
C'est un bon outil pour montrer que toutes les minorités sont pas construites dans l'espace public de la même manière. Il y en a certaines qui sont reconnues comme des minorités, qui subissent des discriminations, etc. Et d'autres dont on peut reconnaître qu'elles subissent des discriminations, mais dont on considère qu'elles sont méritées finalement. Mmh. L'islamophobie, c'est mérité parce que ce sont des propagandistes et ils passent leur temps à commettre des actes terroristes. Mmh. La question de la lutte contre l'esclavage, enfin de l'abolition de l'esclavage et des torts que ça a causé, on s'en fiche, même si les dégâts sont encore absolument considérables aujourd'hui, que ça a complètement remodelé la structure démographique du monde, puisqu'il y a tout un réseau de lieux en Amérique, que ce soit les îles des Antilles ou bien le Brésil, l'Amérique du Nord, etc., où on a fait venir de force des millions de personnes, dépeuplant l'Afrique. Bref, ça a des conséquences aujourd'hui qui sont absolument gigantesques. Ça n'intéresse pas autant que ça pourrait intéresser. Ça a changé la face du monde, tous ces crimes contre l'humanité. Et effectivement, c'est une manière de jouer sur la représentation qu'on a de nos propres sociétés, quoi. Qu'est-ce que vous retenez de l'histoire? Qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce qui est important là-dedans? Et quelles sont finalement les causes que vous estimez, encore une fois, appartenir au progrès? Et quelles sont les causes dont vous considérez qu'au contraire, ce sont pas des causes légitimes, justes, etc. Pour prouver que t'es pas homophobe, faudra bientôt que tu suces des types. Je m'en souviens en plus de celle-là aussi. Oui, bah ça, j'adore ce genre de. Après, on va peut-être me cancel à cause de ça, mais j'adore ce genre de mise en abîme parce que la phase est horriblement homophobe elle-même. mais elle est drôle, quoi. Elle est drôle. Pour moi, c'est juste une blague, quoi. C'est juste une blague. C'est très beauf. Je sais pas, ça doit venir de. Je sais même plus de quel son ça vient. Je crois que c'est truc social là, comment ça s'appelle Ah oui, suicide social. Ouais. Il a parce que dans Suicide social, c'est que des trucs comme ça si mes souvenirs sont bons. Les phases sont des phases racistes qui sont faites pour être racistes, des phases homophobes qui sont faites pour être homophobes. C'est marrant, c'est comme les vieux sketchs de Elie et Dieudonné là où ils font que des blagues antisémites et négrophobes à balles l'un contre l'autre et tout. C'est absolument hilarant. Moi je trouve ça drôle. Bon, c'est du second degré quoi. Mais oui, ça me fait rire. Après, je pense pas qu'il y a un grand sens derrière ça, c'est juste Je vais te donner une anecdote. Moi, je suis un novice dans toutes ces luttes LGBT, des choses comme ça. Mais par contre, on a vraiment eu le sentiment que il y a une espèce d'imposition qui se matérialise par une espèce de surveillance. Et moi, perso, il y a un truc, une fois, j'ai été voir un film qui s'appelle Animals de Nabil Benyedir. C'est une histoire d'un jeune qui s'appelle Hassan Jarfi. C'est un liégeois homosexuel et il est parti sortir à Bruxelles, etc. C'est un film belge. C'est un film belge, ouais. Indépendant. Et donc il s'est fait choper par des types, ils l'ont emmené en voiture et finalement ils l'ont tué toute la nuit, ils l'ont mutilé et tué. Et en fait le film, il te dit pas il y a des drapeaux LGBT et on est tous unis. En fait, il te montre la réalité du truc. Il te montre que pour un choix d'orientation sexuelle, en fait, il nous montre vraiment ce qu'on veut pas voir, quoi. Mm-hmm. Il y a des gens qui sortaient de la salle tellement c'était hardcore, etc. Quand je vois la promotion, par exemple, de l'album de Femtogo, etc., des fois, ça me fait un peu rire dans le sens où je me suis dit, j'ai l'impression que les gens le brandissent comme une espèce de, ils le brandissaient comme un drapeau et que demain, si la mode c'est les nains ou enfin les personnes de petite taille, disons, on va te dire, purée, incroyable ce mec-là. Tu vois un peu le bazar. Ouais, des gens qui sont à la recherche toujours de minorités à promouvoir pour, encore une fois, être du côté du progrès, etc. Mais oui, ce qui est fort dans cet album, effectivement, c'est que c'est pas un album que tu vas présenter dans des cours d'éducation civique ou d'éducation sexuelle pour le coup, parce qu'il est brutal, quoi. C'est un album ou qui fabrique des prises de conscience qui sont comme ça des prises de conscience
puissantes, des changements d'état mental d'un son à l'autre, etc. C'est ça qui fait la force de cet album. C'est absolument pas, un album consensuel pour présenter une espèce de position de supériorité morale, quoi. Cette idée selon laquelle il faudrait maintenant avoir dans le rap cette police des mœurs. Des mœurs, ouais, voilà, cette police des mœurs. En Iran, putain. Ouais, c'est ça, ouais. C'est la police des mœurs, c'est la police des mœurs inversée, je sais pas, parce que, bon, vérifier que les idées sont pas trop réactionnaires, alors que normalement la police des mœurs, elle est là pour asseoir le bon sentiment de la société bourgeoise. Mais, ouais, il y a une espèce de situation dans laquelle, malheureusement, le rap est absent, quoi, finalement. La discussion vraiment sur le rap, la discussion sur le véritable sens de cette musique, ou le véritable sens de ce qui est véhiculé, est mis de côté, quoi. On va chercher une conformité à nos idées ou à nos préconceptions, ce qui est tout à fait normal si on a par exemple envie d'écouter un streamer ou de regarder une vidéo YouTube. On a envie d'avoir des gens qui nous ressemblent un petit peu, qui vont nous apprendre quelque chose à partir du point où on est, mais qui, à mon avis, devient assez malsain lorsqu'il s'agit de musique. Bien sûr, il y a, comment dire, un espèce d'éventail de choses qui sont possibles. Je vais pas aller écouter du Milesinka, en plus c'est de la merde, à chier. Je vais pas aller écouter ce genre de choses, évidemment. Mais je pense qu'il y a un grand panel d'expériences possibles qui peuvent être exprimées dans le rap, quoi.